On aurait pu consacrer quasiment 2 jours pour parler que des matériaux et de la production durable. Donc je vous l'ai dit au début de ce forum, c'est un grand brainstorming, un état de l'art. Et donc on va avoir ici un panorama de recherches qui ont été menées sur ces sujets, sur l'amélioration des matériaux, mais aussi de témoignages d'entreprises qui sont aussi expertes sur la construction de solutions en matière de matériaux et de production durable. Donc je vais passer tout de suite la parole à Anne Perwels, qui est juste ici. Voilà. Merci Anne. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Anne Perwels, donc je suis professeure ici dans cette école, spécialisée dans le domaine des matériaux textiles. Et j'ai réorienté toute une partie de ma recherche là depuis plus d'une dizaine d'années sur les aspects liés au développement durable et les textiles. D'abord plutôt sur les aspects techniques et puis de plus en plus sur des aspects liés à la mode, ce qui est un petit peu éloigné au départ de mon métier d'origine. Donc j'ai le plaisir d'animer cette table ronde numéro 3 qui va se focaliser sur les matières et sur l'approvisionnement durable. Alors je vérifie que le fichier est bon. Alors, on va avoir plusieurs intervenants dans cette table ronde. Donc, ça va se dérouler comme ça. Donc, je vais d'abord présenter les questions d'approvisionnement durable dans les fibres textiles. Et puis après, chaque intervenant pourra dérouler son point de vue et nous retrouverons tous au centre, à la table ronde, pour poser les questions à la fin. Si on a le temps, j'espère. On va commencer. Donc je déroule mon. J'ai une spécialité en fait en recherche aussi, c'est que quand je fais un exposé, en général les diapos marchent pas. Donc c'est pareil encore aujourd'hui. En septembre, en octobre dernier, à l'Iliade, au congrès Avenir, ma diapo n'a pas marché. Voilà. Donc bon, ça va. J'ai un petit peu d'expérience. Donc avec mon ordi, ça marche très bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Les intervenants à venir nous rejoindre. Déjà, on va pouvoir commencer à faire connaissance avec eux. Donc, Benjamin Catrignoc, qui est maître de conférence. Ouais, je vous en prie. Nous avons Olivier Ducatillon, qui est bien connu dans notre région, tisseur de lin labellisé Master of Linen. Usha Behari Massika, qui est ici, qui nous rejoint. Et Anne Perwels, qui a une spécialité en recherche qui ne fait pas... Alors, pour tout vous dire, alors du coup, j'explique, on avait téléchargé toutes les présentations sur l'ordinateur pour vous économiser ce genre de désagréments. Mais Anne est aussi un peu indisciplinée, il faut le dire. Elle nous a dit, je viens avec ma présentation le jour J, donc voilà. Mais ça marche, donc formidable. Elle est indisciplinée, mais douée, donc tout va bien. Voilà. Très bien. On a aussi... donc la question qui se pose, bien évidemment, c'est quels sont les matériaux les plus écologiques? Quelles sont les perspectives pour une production textile plus durable? Alors ça marche. J'oriente... Ah voilà. On a aussi une troisième intervention de Patrick Navarre, qui est à Sophia Antipolis à l'école des mines de Paris Tech et qui n'a pas pu venir, mais qui m'a envoyé sa présentation. Donc l'économie circulaire, donc on a tous vu ça. Donc là, on va regarder particulièrement les questions d'approvisionnement durable. Et donc, pourquoi il y a un problème d'approvisionnement? C'est parce que effectivement, la consommation mondiale de fibres n'arrête pas d'augmenter depuis des années, et on voit cette courbe exponentielle là depuis les années 80, avec aujourd'hui autour de 100 millions de tonnes produites dans le monde, 100 millions de tonnes de fibres. Et donc, là, dans les 7 aspects de l'économie circulaire, il y a le premier aspect qui concerne l'approvisionnement durable et les questions d'exploitation des ressources. Et on voit que ces ressources, elles sont à la fois des ressources naturelles comme la laine et le coton, mais de plus en plus aussi des ressources synthétiques comme le polyester. Alors,
pour pouvoir comprendre les problématiques qui sont liées par ces impacts environnementaux des ressources, il faut voir un petit peu quelles sont ces fibres. Donc là, c'est un autre schéma à nouveau où on voit encore une fois aujourd'hui 63% des fibres consommées sont des fibres synthétiques et le reste des fibres naturelles. On retrouve encore ce genre de proportion ici dans cette diapositive. Alors, c'est quoi ces fibres? Comment on les fabrique? Et alors, moi, à la base, je suis chimiste. Je me suis dit, pour savoir comment on les fabrique, je vais me permettre de faire un tout petit cours sur qu'est-ce que c'est qu'une fibre. Donc, je vous ai fait un petit cours de chimie. Une fibre, c'est fabriqué à partir de polymères. Et des polymères, c'est une très grande molécule qui est formée de monomères qui sont assemblés entre eux. Ces polymères se comportent comme des bâtons, mais plutôt comme des spaghettis, qui, si ils sont bien, peuvent se mettre tout droit, ce qui n'est pas toujours facile avec des spaghettis. Et s'ils arrivent à s'assembler correctement, on arrive à avoir une fibre avec l'assemblage de tous ces polymères. Et donc, toutes les fibres, la majorité des 90% des fibres sont formées comme ça, et toutes les fibres utilisées dans la mode et l'habillement sont formées de polymères. Un premier exemple, c'est avec la fibre de coton, dont le monomère est montré ici. Donc, je vous mets la formule chimique de la cellobiose, qui est formée à partir d'atomes d'oxygène, de carbone et d'hydrogène. Et quand on associe ces monomères entre eux, voilà, on obtient une chaîne macromoléculaire qui peut être très très grande et qui est la cellulose. Et quand on associe des chaînes de cellulose entre elles, quand on met plein entre elles, eh bien on peut obtenir une fibre si toutes les chaînes de les macromoléculaires veulent bien se mettre toutes les unes parfaitement alignées, ce qui n'est jamais le cas dans la réalité, bien sûr. Mais ici, on obtient une fibre de cellulose qui peut être une fibre de coton, mais la cellulose constitue aussi la fibre de viscose et aussi constitue aussi la fibre de lin, etc. Donc on reviendra sur ça. Donc en fait, on peut avoir des fibres qui sont constituées des mêmes matières, mais qui sont des fibres différentes. Et dans le cas des fibres naturelles, eh bien comme la cellulose, eh bien cette cellulose est extraite des plantes, et les plantes fabriquent par photosynthèse à partir du dioxyde de carbone, CO2 et de l'eau, fabriquent donc cette cellobiose à l'intérieur des cellules de la plante, et ça va à partir de la cellobiose, elles vont fabriquer de la cellulose et des fibres de cellulose qui vont se structurer en macrofibrilles ou en microfibrilles, et chacune des microfibrilles contient ces fameuses molécules de polymères de cellulose. Donc on voit les différentes échelles et comment la nature est capable de fabriquer des polymères. Mais il n'y a pas que la nature la nature fabrique des polymères depuis tout le temps, à partir finalement de ressources très limitées, comme c'est exactement ce que vient de dire Philippe Vroman, hein. Le biomimétisme, c'est copier la nature, la nature est capable de faire avec très peu de choses et très peu d'énergie, finalement, à faire des objets très compliqués. Et nous, on a copié la nature depuis très longtemps, avec les fibres synthétiques. Donc là, je vais faire un focus à nouveau sur les principales fibres et faire la différence entre les fibres naturelles, artificielles et synthétiques. Et on l'a vu tout à l'heure quand on a présenté un petit peu l'économie circulaire. Dans l'économie circulaire, on peut regarder d'un côté ce qui se passe dans la biosphère, regarder les aspects faits par la nature, et de l'autre côté par la technosphère, ce qui est fait par l'homme. Et donc, j'ai représenté les fibres en fonction de ça. Donc, chaque fibre se caractérise par l'origine de son monomère, qui peut être dans la biosphère ou dans la technosphère. Ensuite, par l'origine de son polymère et par l'origine de sa fibre. Donc, on voit par exemple que les fibres naturelles sont issues de la culture et de l'élevage, qui fabriquent les monomères et les polymères et les fibres. Donc, tout est fabriqué par la biosphère. Dans le cas des fibres artificielles, on va prendre la cellulose ou l'alginate, enfin bon, par exemple la cellulose qui est extraite des arbres, et on va la transformer, on va la récupérer pour la transformer
par filage et par opération de dissolution en viscose. Donc là, on a une fibre artificielle où l'homme intervient à la dernière étape. Le polymère est naturel et la fibre est artificielle. Dans le cas des synthétiques, c'est les monomères qui sont extraits du pétrole et donc synthétiques. Donc on va avoir des monomères comme des acides, des alcools qui vont être transformés en polymères par voie de polymérisation, donc par l'homme, et ensuite on va fabriquer les fibres par filage. Et donc on a ce schéma de ces principales fibres, et ces principales fibres vont avoir un impact sur l'environnement que j'ai voulu représenter de manière un petit peu schématique, avec la pollution d'une part de l'eau, de l'air, des sols, etc., l'épuisement des ressources, qui est un enjeu majeur au niveau du développement durable, et les problèmes de changement climatique que tout le monde connaît. Donc si je reprends mon tableau, eh bien je vois que les fibres naturelles posent principalement des questions environnementales au niveau de la culture et de l'élevage, avec la question de la culture et l'élevage intensif et les modifications qu'on peut avoir, mais aussi avec la question des ressources, avec l'épuisement en eau et l'épuisement aussi des sols. Les fibres artificielles vont poser des problèmes au niveau de la question de l'exploitation des forêts et des océans. De plus en plus, on utilise les ressources des océans, en particulier des algues, pour faire des fibres artificielles. Ça c'est pour la partie qui est liée à la biosphère, et pour la partie qui est liée à la technosphère, eh bien on va voir tout à l'heure que la fibre de viscose génère de la pollution de l'air et aussi nécessite beaucoup d'énergie qui intervient sur le changement climatique. Enfin, les fibres synthétiques posent évidemment la question des ressources non renouvelables et les problèmes d'émissions lors de l'extraction du pétrole et la transformation du pétrole en polymères, en particulier polyester et polyamide. Voilà. Donc, à partir de là, ça s'arrête pas tout à fait là, les impacts environnementaux, mais on va pas trop insister. Il y a aussi tous les impacts environnementaux de la chaîne de production textile. Et on aura une petite aperçu sur ça avec l'exposé de Usha Masika, où en particulier les fibres naturelles, quand on les utilise dans le textile, on est obligé à nouveau de les retraiter parce qu'elles contiennent très souvent des impuretés, ce qui va aussi générer, qui peut aussi générer à cette étape de la pollution. Donc, cette table ronde va se dérouler autour de ces 4 interventions. Donc, en première intervention, l'intervention de Benjamin Catrignoc, qui est enseignant-chercheur à l'École centrale de Lille et qui va nous parler des bioraffineries et comment on peut, avec les bioraffineries aujourd'hui, substituer les monomères issus du pétrole aux monomères issus de matières biosourcées. Voilà, je donne la parole à Benjamin. Merci beaucoup Anne pour cette introduction qui est vraiment parfaite parce qu'elle a exactement montré alors les fibres synthétiques et les polymères et elle a déjà introduit les monomères. Donc pour moi c'est beaucoup plus facile. Je suis aussi chimiste, j'ai pris le risque de mettre quelques formules chimiques dans ma présentation. N'ayez pas peur, je vais pas aller dans les détails. Alors je veux surtout parler de comment obtenir ces monomères qu'on utilise pour les fibres synthétiques à partir des ressources renouvelables, parce que comme Anne vient de dire, actuellement tout ça c'est typiquement obtenu à partir de pétrole, donc ce sont des ressources limitées, ce qui sort des puits en Arabie Saoudite ou ailleurs c'est pas très propre, donc il y a d'autres façons d'obtenir les mêmes monomères ou pas, parce que avec ça je vais directement commencer. Il y a 2 façons de faire. Alors nous avons 2 stratégies dans les bio-raffineries. Soit je vais obtenir les mêmes molécules que j'obtiens actuellement à partir de pétrole pour les utiliser dans notre filière déjà existante. On appelle ça la stratégie drop-in, pour le simple fait que je vais juste synthétiser les mêmes molécules que je fais actuellement à partir de pétrole, mais
à partir des ressources renouvelables. C'est notre première stratégie qui est très largement répandue. Je vais donner quelques exemples. La deuxième stratégie, c'est la stratégie émergente. Alors, au lieu de faire les mêmes molécules que je fais depuis des dizaines d'années avec des procédés très bien établis, je vais faire maintenant des nouveaux molécules, donc qui sont peut-être des propriétés très très proches de ce qu'il est utilisé actuellement, mais c'est complètement un nouveau marché. Je ne vais pas faire exactement les mêmes molécules, c'est un peu plus risqué comme on verra. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Sur la partie stratégie émergente, le meilleur exemple que je trouvais, c'est l'acide polylactique. Vous le connaissez peut-être, là, ce sont des fibres, c'est un peu triché parce que c'est pas vraiment des fibres, ce sont des fils. Ces fils que je vous montre ici sont des fils qu'on utilise typiquement dans les imprimantes 3D, comme vous l'utilisez aujourd'hui en fabrication rapide. Donc, ces fils-là, c'est une alternative au polyuréthane comme on utilise par exemple. Alors, la ressource initiale, c'est l'acide lactique. C'est cette petite molécule que vous connaissez par le nom éventuellement, ça vient typiquement du lait. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des années. Aujourd'hui, on va utiliser typiquement des micro-organismes qui nous fabriquent cet acide en très grande pureté tout seul. Cet acide-là, je peux le polymériser pour obtenir donc l'acide polylactique, qui est le polymère qui nous intéresse. Ça, c'est un exemple pour un fibre, pour un polymère qui n'était pas utilisé avant à base des ressources fossiles. Donc, clairement, nous n'avons jamais utilisé des ressources fossiles pour faire l'acide lactique qu'on a polymérisé derrière. C'est pour ça, c'est tout nouveau, c'est la stratégie émergente. Ce molécule, on ne l'a pas fait avant. C'est très risqué parce que, typiquement, vous vous adressez à un marché qui n'existe pas. Donc, de là, la stratégie émergente, on trouve très peu d'exemples. Mais l'acide lactique est un très bon exemple. Donc, la stratégie drop-in, c'est la stratégie qui est largement répandue parce que, en gros, vous prenez aucun risque. Toute la partie downstream existe déjà. Vous apportez juste une nouvelle ressource pour faire les molécules qu'on utilisait déjà avant, qu'on obtenait à partir des ressources fossiles. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Le propylène, polypropylène, à mon avis, ça parle tout le monde. Le butadiène, c'est dans le polymère ABS, les briques de Lego par exemple. Le acrylonitrile et l'acide acrylique, deux monomères typiquement utilisés pour faire des fibres acrylates. Donc, par exemple, polyacrylate, à mon avis, vous, dans le domaine textile, ça vous parle directement. Donc, ces molécules-là, on peut les obtenir assez facilement à partir de la biomasse, et pour celui-là, on utilise donc le concept de bioraffinerie. Donc, grand avantage, on ne prend pas de risque, on peut substituer des petites quantités de acrylonitrile qui est obtenu à partir des ressources fossiles avec un acrylonitrile qui est obtenu à partir de ressources renouvelables. Donc, éventuellement, c'est intéressant. Alors, quelles sont les ressources qu'on va utiliser? Alors, première ressource qui vous parle très largement, à mon avis, c'est par exemple la betterave. Ici, dans le Nord, la betterave, on connaît très bien. À partir de betterave, on peut obtenir du sucre. Et ça, c'est une molécule qui est très intéressante, qui ne coûte rien du tout. Je vais vous montrer ici le prix. Donc là, c'est en cents, donc $cents par pound pour le sucre. Ça coûte rien du tout. Donc à partir de sucre, c'est rien d'autre que glucose, on peut faire diverses molécules, comme par exemple l'éthanol, le propandiol, le butandiol, et ça, ce sont les molécules qu'on va transformer en propylène, en butadiène, en éthylène. Les procédés pour arriver de la plante vers le sucre, ça on connaît, ce sont les sucreries, pas loin d'ici à l'Eutrem, on fait ça en grande échelle. Et pour passer de notre sucre,
plus précisément de glucose, vers ces molécules de plateforme, qu'on les appelle. Typiquement, on utilise le biotech, on utilise simplement des enzymes ou des levures. À mon avis, vous êtes bien conscient que la partie fermentation sucre vers l'éthanol, ça existe depuis des années, des millions d'années, on fait ça. Donc, c'est notre alcool de bouche. Bon. Plus récent, maintenant, on part aussi avec des ressources qui sont plus alternatives, parce que dès qu'on utilise le betterave, on est en concurrence avec la filière alimentaire. Donc aujourd'hui, on essaye plutôt d'utiliser des déchets agricoles, comme par exemple de la paille. De la paille, c'est un biopolymère assez complexe. On a le lignine, on a la cellulose, on a la hémicellulose. Mais il faut d'abord extraire la cellulose. Rien à voir avec la cellulose introduite par Anne pour faire des fibres avec. Et à partir de là, on peut à nouveau obtenir le sucre qu'on peut transformer dans nos molécules de plateforme pour finalement faire nos molécules, nos monomères. Une autre ressource très largement utilisée, qui est à mon avis très mal connue, c'est le glycérol, cette petite molécule-là. À nouveau un polyalcool, exactement comme la glucose. On l'obtient notamment comme un produit à partir de notre procédé de production de biodiesel. Donc aujourd'hui, quand vous faites le plein à votre station d'essence, vous avez une voiture diesel, comme à mon avis 70% des Français encore. Donc il y a 7% de biodiesel dans le gasoil que vous mettez dans votre plein. Et donc ça fait des quantités biodiesel produites en France énormes. Et pour chaque litre de biodiesel produite, vous avez un coproduit qui est le glycérol. Et ce glycérol n'a quasiment aucune valeur. C'est un déchet. Donc c'est dommage, parce que ça, c'est un déchet qu'on peut facilement transformer, par exemple, en acide acrylique, en acrylonitrile et également en propylène. Donc à nouveau, on utilise un déchet pour créer des monomères qu'on peut utiliser pour faire la polymérisation. Donc, à nouveau, un déchet qui est utilisé. Donc, ça, avant-dernière diapo, pourquoi on fait ça à très peu actuellement? C'est surtout parce que actuellement, toutes les unités qui tournent pour faire ces fameuses monomères que je vous montre ici, ça existe depuis des années. Le procédé est très mature, il est optimisé à fond. Les coûts d'investissement, ils sont rentabilisés depuis des années. Donc, les industriels, ils ont du mal à investir à nouveau. Donc, à l'échelle laboratoire, nous avons tout ce qu'il faut. On est prêt pour faire donc ces monomères-là à partir des ressources renouvelables. Ça sera glycérol ou les alcools qui sont des molécules de plateforme. Sauf que notre secteur privé n'est pas prêt à vraiment investir. Donc, actuellement, on a ici un valet, on appelle ça le valet de la mort, pour passer de notre échelle laboratoire à une échelle pilote ou à une échelle production. Donc, actuellement, c'est très clair, il y a très peu d'exemples qui sont vraiment commercialisés, des monomères qui sont utilisés pour polymérisation derrière. Donc, en conclusion, vous avez vu la stratégie drop-in qui est le plus répandue. Vous avez vu la stratégie emerging. Donc là, l'acide lactique, c'est un des rares exemples qui existent. Il y a des divers molécules de plateforme qui existent, qu'on peut utiliser derrière pour faire, par exemple, les monomères. Et donc, partiellement, ça existe déjà, mais le plus grand problème actuellement est vraiment que les industriels ne sont pas prêts d'investir dans des nouvelles unités. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé. Donc là, on vient de voir la partie, les possibilités d'approvisionnement en monomères biosourcés. Donc là, on va voir on va passer la conférence de Navarre. Voilà, très rapidement. Donc Patrick Navarre était vraiment désolé parce qu'il voulait vraiment participer et puis donc il peut pas venir à cause de parce que il a un empêchement de dernière minute. Donc c'est pas la diapo, pardon.
Voilà. Donc, je vais faire cette conférence très rapidement. Donc, ça concerne les fibres artificielles qui sont étudiées au centre de recherche CEMEF de l'École des Mines de Paris à Sophia Antipolis. Donc, la fibre de viscose, c'est une fibre qui est très ancienne, comme tout le monde le sait. Et en fait, ça a été découvert il y a plus de 100 ans. Donc, comme je l'ai déjà dit, la cellulose est extraite du bois par dissolution dans la soude. Donc déjà, c'est pas un produit chimique très sympa. Et ensuite, c'est traité avec du disulfide de carbone pour former un xanthate de cellulose pour pouvoir être filé. Et donc, ce disulfide de carbone pose des vrais problèmes de toxicité et de pollution. Donc, c'est aujourd'hui la question qui se pose sur les fibres de viscose. Or, en fait, par ailleurs, les fibres de viscose sont quand même des fibres biosourcées. Donc, il y a quand même un vrai intérêt à travailler avec ces fibres. Donc, au CEMEF, ils travaillent depuis très longtemps sur ce sujet. Donc, quelles sont les possibilités? Donc, la première possibilité industrielle, c'est bien évidemment de traiter la pollution à la source. Mais ce traitement de la pollution est tout à fait possible, mais très coûteux. Donc, ça augmenterait énormément le prix de la viscose. Donc une deuxième des choses qui sont en cours d'étude actuellement, mais qui ne seront pas développées, c'est l'utilisation de cellulose à base de bactéries, comme on l'avait vu tout à l'heure déjà. Les bactéries produisent de la cellulose et il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ce sujet aujourd'hui. Et le dernier sujet qui est fait par l'École des Mines, c'est d'utiliser d'autres solvants. Aujourd'hui, il y a déjà un procédé qui existe, que tout le monde connaît, qui est le procédé Lyocell, et plusieurs procédés sont en cours de développement, dont je vais vous donner quelques éléments et sur lesquels on a beaucoup d'espoir par rapport à ces problèmes d'impact sur l'environnement. Donc, je reprends le procédé Lyocell très rapidement avec un solvant qui a un nom compliqué qui s'appelle N-méthylmorpholine N-oxyde, mais qui a l'avantage de pouvoir être très facilement recyclé. Donc là est représenté le processus de fabrication avec le filage, le filage des fibres, la régénération et le finishing, et on obtient ces fibres de viscose que vous connaissez, qui sont en fait des fibres Lyocell et qui ont des excellentes propriétés textiles, mais un problème de fibrillation. Donc par ailleurs, le solvant est recyclé, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de questions environnementales. Un deuxième type de solvant qui est proposé, ce sont les liquides ioniques, qui sont des nouveaux solvants sur lesquels beaucoup de chercheurs travaillent. Ce sont des solvants qui ont l'intérêt d'être non volatiles, d'avoir une très bonne stabilité thermique et qui permet de dissoudre des très très grandes quantités de cellulose. Et c'est pour ça qu'ils ont été utilisés. Aujourd'hui, ils sont chers, mais ils sont très facilement recyclables. Et donc là, un exemple de l'utilisation de ces liquides ioniques qui a été fait à l'université d'Aalto en Finlande. C'est le procédé Lyocell, où on part de la biomasse, donc cette fois-ci, encore une fois, des produits riches en cellulose, en particulier du bois. On peut aussi partir de déchets de textiles qui contiennent de la cellulose, que ce soit des fibres de viscose, mais aussi des fibres de coton ou des fibres de lin, pourquoi pas. Et on peut recycler on peut récupérer cette cellulose, l'extraire avec ces nouveaux solvants et le refiler et refabriquer des fils. Donc des exemples de réalisations qui ont été faites et qui sont proposées ici. Donc on voit très bien qu'on peut filer ces fibres, qu'on peut les tricoter, les tisser et faire tout un tas d'applications. Voilà. C'était pour faire un petit focus sur ces fibres artificielles avant de passer la parole à Olivier Ducatillon qui va vous parler des fibres de lin. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Je vais vous parler du lin. Voilà, la chance aujourd'hui, je le dis sans aucune fausse modestie, de parler de la plus belle des fibres qui puisse exister, de la plus écologique, de la plus vertueuse et
qui a le plus d'avantages. Donc je plante le décor, mais je l'assume complètement. Le Maître de Mester, c'est une start-up de 1835, qui est la 5e plus ancienne société textile de France. Start-up parce qu'on fait que se renouveler, que de se réinventer et d'essayer de s'adapter. Et on a pris un virage il y a une dizaine d'années pour devenir le spécialiste du lin français. On n'a pas beaucoup de mérite parce qu'on est quasiment les derniers. Donc on tisse bien en France. On est un peu le village gaulois, on est un peu des ayatollahs du Made in France. On ne vend que ce qu'on produit dans notre usine qui est à Luin, donc à quelques kilomètres d'ici. Donc là, c'est du vrai Made in France. C'est du vrai développement durable avec un lin qui vient, vous le savez peut-être ou non, mais ça je vous en donnerai un peu plus de détails, de la région et de la grande région jusqu'à la Normandie. Et ça c'est aussi très important pour nous, parce que dans le développement durable, dans l'écologie, il n'y a pas que le bio. Parce qu'on entend souvent, et je vais vous parler d'expériences que j'ai au quotidien dans l'entreprise. Il y a une chose en ce moment avec les générations qui arrivent, avec des prises de conscience citoyennes, on va dire, avec les gourous qui font leur boulot, sur le fait que, en ce moment, des projets de création d'entreprise sur le Made in France, le développement durable, le bio, nous on est une toute petite entreprise, on est des moustiques, mais je peux vous dire qu'il ne se passe pas une semaine sans que j'ai une, deux, soit coup de téléphone, soit via le site internet, de gens qui ont des projets ou qui viennent de lancer une marque, et on en a plein aussi qui sont là dans le forum, en disant j'ai une super idée, je veux un produit qui soit made in France, si possible biosourcé, et il y en a qui disent il faut que ça soit bio, et vraiment écologique. Donc c'est pas mal, c'est plutôt bien par rapport au thème du forum. Dans les faits, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui confondent un peu tout. C'est un peu de la faute, de notre faute à tous, et c'est un peu aussi le but de ces journées, c'est que vous en ressortiez peut-être avec quelques vérités qui sont remises en cause, et puis quelques informations supplémentaires, notamment dans ce labyrinthe des labels, des certifications, où les gens confondent tout. Moi, les gens me disent ah, vous êtes Ecotex, super, alors ce que vous faites, c'est bio. Ça n'a juste rien à voir. Donc, on va pas refaire le panel et le panorama des labels, mais soyons très prudents de ce qu'on fait, mais surtout, moi, si j'ai un seul message à faire passer, ne soyons pas intégristes dans ce qu'on fait. À savoir que vouloir du bio absolu, mais que finalement, ça soit des enfants de 8 ans qui récoltent le coton en Afrique au lieu d'aller à l'école, ou que ça fasse 3 fois le tour de la Terre avant d'arriver sur votre produit textile que vous portez ou que vous avez chez vous, est-ce qu'il ne faut pas finalement privilégier le côté raisonné et raisonnable de fibres excellentes, comme le lin, qui n'est pas bio, qui n'est pas 100% bio, vous n'aurez pas de label bio. Mais il y a des gens qui m'appellent « Ah monsieur, est-ce que votre lin est bio ?» Ah bah non, désolé. « Ah bon, il n'est pas bio, vous n'avez pas de label ?» Non, j'ai pas de label. Mais vous savez, le lin, et alors là je peux enclencher pendant 2 heures sur les vertus, ce que je vais essayer de faire en 3 minutes, mais c'est pas bio, parce que il n'y a pas le label bio, parce qu'il peut y avoir à un moment un peu d'intrants, il peut y avoir un petit peu de chimie quand c'est nécessaire, mais globalement, c'est super vertueux. Aujourd'hui, qu'on m'essaye de me dire que le coton bio, c'est mieux que du lin pas bio, il va falloir plusieurs heures pour me convaincre. Par rapport à tout ce qu'il y a au-delà du certificat, avoir un label, c'est bien, mais le coton, combien ça consomme d'eau ? Combien ça consomme, passez-moi l'expression, mais ça utilise de mineurs ou d'enfants maltraités, pas payés, et où ça se produit. Alors maintenant, vous allez me dire, je suis peut-être un doux idéaliste, parce que le lin, c'est tout petit comme ça, d'un point de vue macroéconomique, et le coton, c'est une telle filière, c'est une telle consommation. J'espère juste peut-être vous faire réfléchir. La prochaine fois que vous acheterez une chemise, peut-être elle sera en lin plutôt qu'en coton. Maintenant, c'est pas le même prix, et ça, c'est un autre élément important. C'est bien d'avoir des consciences bio, d'avoir des attentes, des volontés. Il y a aussi des réalités économiques. Nous, c'est ce qu'on vit au jour le jour, et c'est aussi très important. Il y a des choses, il vaut mieux faire des concessions, et c'est l'autre mot. Donc, ne soyons pas intégristes, faisons des concessions. Il y a des gens qui me disent ah, je veux du bio. S'il n'y a pas de bio, je prends pas. Et puis je dis vous allez mettre des couleurs dans vos produits.
Ah ben bien sûr, hein, du bleu, du rouge et tout. Et alors, vous allez faire comment pour la teinture? Ah ben on va faire de la teinture végétale. Ah bon, c'est bien. J'ai vu des gens qui faisaient de la teinture végétale. Le problème, c'est la teinture végétale, si vous voulez faire 300 mètres, c'est fini, il n'y a plus personne. Ah, si vous voulez faire 2 pièces de 2,50 m dans une popote, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez faire de l'industriel, qui tient, qui va répondre au cahier des charges de quelques acheteurs qui sont dans la chambre, dans la salle et qui vont vous dire oui, on veut du naturel, du végétal, mais en revanche, il faut que ça tienne la lumière, il faut que ça soit reproductible et il faut que ça soit pas cher. Là, il y a un problème, des choses qui vont pas. Donc, le deuxième mot, c'est concession. Soyons ouverts et acceptons de faire des concessions et ne soyons pas intégristes sur tous ces éléments-là. Voilà. Ça, c'était mon petit message qui me paraît important par rapport à des réalités économiques au jour le jour, par rapport à des projets qui se développent. Et si vous en avez, eh ben, moi, je suis tout à fait ravi de discuter avec tout le monde sur le sujet. Maintenant, je vais vous parler du lin plus précisément. Il vous reste 3 minutes. Que j'ai... Alors, vous le savez sûrement tous, mais au cas où il y en a qui auraient oublié, la France est le premier producteur de lin au monde. Le croissant que vous voyez là, qui va de Caen en Normandie jusqu'à Amsterdam, ça représente presque 85-90% de la production mondiale. La France à elle seule représente 80% de la production de la fibre de lin. Les Chinois, depuis 20 ans, essayent de faire du lin, ils n'y arrivent pas, pour des raisons bien simples. Il faut une vraie alchimie pour faire du lin. Il faut alchimie du terroir, qualité de la terre, alchimie avec le climat, donc il faut de l'eau mais pas trop, il faut du soleil mais pas trop, et il faut de l'amour et de la passion. Et peut-être que là aussi on en a un petit peu plus que les autres et on y arrive peut-être un peu mieux. Le lin, que des vertus. Le coton, ça consomme des quantités d'eau hallucinantes. Le lin, il n'y a pas d'irrigation, on n'utilise que l'eau de pluie et que ce qui nous tombe du ciel. Il y a quasiment pas, mais il peut y en avoir, donc je ne vais pas dire on n'est pas bio, mais il n'y a pas d'intrants, en tous les cas il n'y a pas de défoliant, il n'y a pas d'OGM et on essaye de faire en sorte que, donc on est en jachère sur du lin et le lin, on dit toujours, les gens qui font du lin sont très contents quand ils font des céréales après parce que c'est très bon pour la terre et que leur terre va être encore plus fertile et plus efficace, plus performante pour la suite. Alors oula, ça va vite là. C'est 100%, le lin est 100% recyclable, n'abîme pas les sols et tout est réutilisable. Dans le lin, vous avez trois composantes. Vous avez des annas, c'est de la paille qui est utilisée pour les chevaux, les animaux, les jardins, à la place de ce qu'on pouvait mettre des copeaux ou des choses comme ça. Maintenant, on peut mettre du lin. C'est ensuite la fibre en elle-même et ce sont les graines. Les graines que vous avez aussi de plus en plus maintenant dans tout ce qui est pain, dans le pain, dans l'alimentation et dans le cosmétique également. Et la majorité la plus grande part du process est mécanique. Donc ça, c'est aussi un élément qui est très important et qui fait que cette fibre est, comme je vous l'ai dit, la plus belle et la plus vertueuse du monde. Ça bug un peu, je sais pas. C'est moi qui vais pas assez vite, mais bon. Donc moi, je suis un fervent promoteur. Il reste malheureusement plus que 6 filatures de lin en Europe et nous, on est producteur en France, on est 100% Master of Linen. Master of Linen, c'est ce qui vous garantit la traçabilité du lin et on n'utilise que du lin européen, donc qui est produit, qui est teint et fini à 15 ou 20 km à la ronde pour essayer d'avoir un bilan carbone qui soit aussi à la hauteur des vertus de cette fibre. Ça, c'est des petits chiffres. C'est intéressant d'avoir ça en tête quand vous achetez une chemise en coton. Je suis désolé, hein, j'ai rien contre le coton, hein, mais ce sont juste des faits. Sur l'équivalent de ce que vous consommez en eau pour une chemise en coton par rapport à une chemise en lin. Ça fait réfléchir, je trouve. Ça, c'est aussi sur le côté bilan carbone et par rapport à ce qui est utilisé, sur les émissions de CO2 qui sont générées par le coton par rapport au lin. Après, sur le cycle de vie et l'énergie qui est utilisée par rapport à ça aussi, on voit que le lin, tout ce que je vous dis, c'est pas juste du parti pris et du subjectif, hein, c'est quand même étayé. C'est bien le lin qui est le plus vertueux et
et la plus écologique. Après, sur les attentes consommateurs, et ça c'est des choses que vous avez peut-être pas, on a toujours le cliché du lin, c'est pour l'été. Donc, le lin c'est thermorégulateur, le lin c'est exceptionnel pour la transpiration. Bref, je suis pas là pour vous en vendre du lin, je suis là pour vous vanter les mérites, mais c'est la réalité en tous les cas. Je pense que voilà. Voilà, et ça sont les labels. Nous aussi, on a nos labels, mais aujourd'hui, quand on achète un tissu, un morceau de tissu en lin, on est capable de vous dire ce lin, il vient de tel champ, dans telle région, et ça, c'est vraiment de la vraie traçabilité. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres fibres qui ont aussi des réputations environnementales et écologiques fantastiques, comme le chanvre. Si on a le temps, on en parlera tout à l'heure. Mais soyons très prudents sur les choses qu'on peut avoir en perception et la réalité des éléments. Merci à tous. Merci beaucoup pour cet enthousiasme sur cette fibre magnifique. Donc pour terminer cette table ronde, donc Usha Masika, qui est enseignant-chercheur à l'ANSET, va vous faire donc une présentation plus axée, cette fois-ci non pas sur une fibre, mais sur les traitements des fibres de manière biofonctionnelle. Bonjour. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'ANSET et puis depuis 10 ans, je travaille sur la biofonctionnalisation textile pour une application biomédicale, mais aussi avec Anne, je travaille sur l'aspect environnemental. Alors, pour introduire, je dirais que les procédés d'ennoblissement textile, qui comprend notamment les traitements, le pré-traitement, la coloration, la fonctionnalisation, par exemple des propriétés anti-taches, ou la déperlance, des propriétés antibactériennes qu'on va donner au textile, induit une pollution environnementale assez importante, qui est néfaste sur la santé humaine, mais aussi sur les organismes aquatiques ou dans l'environnement. Et donc, il est nécessaire d'éco-concevoir. Alors, donc, même si c'est naturel, on prend la fibre de coton, il y a à la surface des fibres de coton la cire naturelle. Il va falloir les enlever pour pouvoir teindre le coton, y compris pour la laine à la surface des... Alors, le laser... Alors, à la surface des fibres de laine, il y a des écailles qu'il va falloir éliminer. On utilise du chlore pour dégrader ces écailles afin de rendre le tissu anti-rétrécissant, anti-feutrant. Et lorsqu'on prend les fibres chimiques, alors là, sur les fibres chimiques aussi, on va appliquer de l'enzymage, c'est de l'huile, des tensioactifs qu'il va falloir éliminer. Et au bilan, qu'est-ce qu'on voit? Hop. Au bilan, on utilise quoi? Beaucoup de produits chimiques à une température assez élevée et puis de l'eau. C'est-à-dire que les procédés de pré-traitement textile consomment beaucoup d'énergie, des agents chimiques et aussi de l'eau et qui ont donc un impact sur l'environnement. Aussi bien lorsqu'on va colorer le textile, on va donner des propriétés anti-taches, antibactériennes, etc. On va utiliser des molécules chimiques. Et c'est vrai qu'en Europe, les colorants toxiques sont interdits. Mais le procédé de teinture est toujours pas très écologique parce qu'on va utiliser beaucoup d'énergie et d'eau. En Europe, on a la réglementation REACH qui va réglementer l'utilisation des molécules chimiques, mais il y a toujours sur les textiles, par exemple, des particules d'argent toujours utilisées pour des chaussettes, par exemple, antibactériens, ou des ammonium quaternaire sur les draps des hôpitaux qui sont toxiques à la fois pour l'humain et pour l'environnement. Ça a été publié en 2017. Donc moi, je travaille sur la biofonctionnalisation. Alors, la biofonctionnalisation, c'est une technique, c'est une biotechnologie. Et la biotechnologie, on définit les biotechnologies comme l'ensemble de méthodes ou techniques qui va utiliser les organismes vivants, des plantes, des animaux, des micro-organismes ou des composants du vivant pour soit rechercher, soit modifier, soit produire des substances chimiques ou des organismes vivants. Donc, dans notre cas, on va ici, la substance chimique, c'est le textile, et les composants du vivant qu'on va prendre, ce sont des enzymes, des biopolymères, des colorants multifonctionnels,
Et je vais aussi présenter nos résultats sur des principes actifs présents dans l'huile essentielle. Donc pour démarrer, je vais vous présenter l'état de l'art sur les enzymes et puis nos activités de recherche. Alors les enzymes, c'est quoi? On les a tous dans notre système digestif, mais on les retrouve aussi dans des plantes telles que, j'ai pris l'exemple du papayer, parce que ma mère, elle prenait des feuilles de papaye pour enlever les taches sur les blouses blanches, pour enlever les taches de transpiration. C'était bien des enzymes qui sont présents, qui éliminent ces taches. On peut les produire aussi dans les bioréacteurs. Donc ces enzymes, c'est quoi? C'est des biocatalyseurs. Ça peut biocatalyser des réactions chimiques, c'est-à-dire accélérer des réactions chimiques, mais à la température ambiante, dégrader, oxyder ou au contraire produire, comme on a vu tout à l'heure, de la cellulose bactérienne. Donc on peut les utiliser à la température ambiante. Elles sont très spécifiques et vont agir que sur un seul type de substrat. Ça c'est important parce que lorsqu'on utilise des procédés chimiques, ça peut dégrader beaucoup de choses. Et elles sont réutilisables. Donc là, ici, en textile, c'est déjà utilisé, par exemple, pour le désencollage des fils de chaîne. Lorsqu'on va tisser, on met l'encollage, on enlève facilement avec des enzymes. On l'utilise aussi pour le biostoning, les jeans délavés, ou pour le traitement de la laine, pour éliminer les écailles qui sont présentes à la surface de la laine. Alors, la lipase, comme le mot dit lipase, ça va dégrader les lipides, on va pouvoir dégraisser la laine, mais dans nos activités de recherche ici au Gemtex, on a démontré que ces lipases peuvent aussi traiter la surface du polyester, rendant le tissu de polyester plus hydrophile et donc plus confortable à porter, avec d'autres propriétés telles que des propriétés soil release, évitant ainsi d'ajouter des molécules chimiques à la surface des tissus de polyester. Je passe maintenant aux fibres de lin qui a été présentée. J'aime aussi la fibre de lin qui est bactériostatique avec beaucoup de propriétés intéressantes naturellement. Cependant, on voit ici une filasse de fibres de lin de bonne qualité, haut de gamme. C'est pas les déchets, mais on peut utiliser aussi des déchets. Mais les fibres de lin, plus c'est long, plus c'est meilleure qualité. Et on peut avoir des filasses de longueur de 1,50 m, mais qui c'est constitué des microfibrilles qui sont liées entre elles par exemple, deux types de colle, hémicellulose et la pectine. La pectine, c'est ce qui rend la fibre rigide. Il va falloir l'enlever. Alors, si on l'enlève avec la soude, on enlève un peu tout. Ok, donc on va redégrader la fibre, mais l'enzyme peut agir spécifiquement sur la pectine et donc rendre la fibre plus souple. On peut aussi fonctionnaliser le textile avec des molécules issues du vivant. On peut introduire la molécule dans la fibre avant de produire la fibre par la technique de filage. Ça, c'est pour les fibres chimiques. On peut introduire la molécule à l'intérieur de la fibre par les procédés de diffusion ou on peut le fixer à la surface de la fibre. Ça, c'est le cours classique des étudiants. Alors, ces molécules fonctionnelles qu'on a dans la nature, elles peuvent des toutes petites molécules ou des polymères ou même des particules. Alors, je vais commencer par les colorants naturels. Ça fait plus de 10 ans que je travaille, par exemple, sur le curcuma. On retrouve ça dans les épices, le curry, le plat traditionnel indien. Cette molécule, il y a eu presque un millier d'articles qui nous parlent de ses activités antibactériennes, de sa capacité de fluorescer, de sa capacité anti-inflammatoire, anti-UV, etc. Et en plus, ça donne de la couleur. Donc, on a travaillé aussi beaucoup sur la garance, qui donne une couleur jaunâtre. Ces molécules sont intéressantes parce on va éviter le nombre de procédés pour fonctionnaliser le textile. Surtout lorsqu'on va avoir un textile multifonctionnel. Donc, on va apporter la couleur, mais aussi d'autres propriétés telles que anti-odeur, anti-UV, antibactériennes. Donc là, ce sont des deux techniques qu'on a utilisées pour fixer ces molécules et avoir une meilleure durabilité du traitement, c'est-à-dire durabilité du lavage. Alors, moi, j'ai du mal avec... Alors, deuxièmement, c'est des biopolymères. Donc, les biopolymères, il y a plusieurs types. On les trouve dans les chitosans, séricine, alginate. Là, on a utilisé la séricine pour enrober la fibre. Et la séricine aussi, elle est multifonctionnelle. Elle va hydrophiliser la surface du polyester, le rendre plus confortable à porter. Mais en plus, ça va donner d'autres propriétés telles que anti-UV, anti-odeur, etc. Et finalement, ça c'est un projet récent démarré avec la Belgique, projet interrégional, où on a pris des principes actifs des plantes,
Et on a réussi à le fixer à l'intérieur des fibres de polyester par la technique de diffusion. On a aussi l'équipe de filage qui a travaillé qui a utilisé la méthode de filage pour les introduire. Ici, ils ont utilisé la lignine qui est aussi inifuge pour rendre des tissus inifuges, bien sûr, et de la caséine de lait, des algues, et en ce moment, on travaille aussi sur les tanins pour rendre le texte, pour apporter des propriétés au textile. Voilà, donc c'est bon. Voilà. J'ai été assez rapidement, donc c'est beaucoup de choses parler en peu de temps. On a aussi beaucoup travaillé sur des peptides produits par des bactéries, sur des molécules biofluorescentes. Mais voilà, c'était juste pour vous introduire un peu qu'il y a des perspectives, que dans le futur, il peut y avoir des perspectives d'industrialisation, que l'aspect environnemental doit être bien sûr toujours évalué et mesuré. Merci. Merci beaucoup, Usha. Donc, on termine là cette table ronde. Est-ce qu'on a le temps pour une toute petite mini-question ou... Est-ce qu'il y a une petite mini-question? Bonjour, donc moi je reviens sur le lin. Je dois avouer que vous m'avez fait rêver avec le lin. Mais ma question du coup c'est pourquoi c'est pas plus généralisé, pourquoi on n'en trouve pas partout? Est-ce que c'est du coup les conditions climatiques qui font que c'est peut-être moins rentable de faire en Inde du lin? Et deuxième peut-être sous-question, est-ce que, vous n'avez pas parlé de la recyclabilité du lin par rapport à celle du coton, est-ce qu'elle est plus complexe? Voilà. J'ai juste cité, mais vite fait, parce qu'on allait vite. C'est 100% tout 100% recyclable. Donc comment? Ah oui, à tout point de vue. C'est pour ça quand je vous dis qu'elle est vertueuse et qu'elle a que que le lin n'a que des points positifs, c'est vraiment pas juste un discours ou une vue de l'esprit. Pour la première question, effectivement, la limite est quand même par rapport aux surfaces. On peut pas cultiver du lin n'importe où. Beaucoup de gens essayent, beaucoup de gens sont cassés les dents. Simplement, il faut savoir que depuis 3 ans, ce qu'on appelle les emblavements, donc les surfaces qui sont cultivées, ont augmenté de manière non négligeable depuis 3 ans. Donc il y a de plus en plus de surfaces où on fait du lin, mais il y a une limite naturelle. Il y a une limite naturelle sur la surface. Il y a encore de la possibilité. Maintenant, tout ça s'organise parce qu'il faut il y a le savoir-faire, il y a les équipements, il y a les investissements. Donc ça se met en place. Tous les acteurs dans le lin ont investi beaucoup ces dernières années parce que c'est vrai que la demande est croissante et au niveau mondial et que l'origine est française. Donc ça sollicite énormément. Il y a beaucoup de choses sont faites. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait se dire pourquoi, mais on a une limite naturelle.